Bonjour à tous, un grand merci de votre présence nombreuse cet après-midi. Un grand merci pour l'intérêt que vous portez à mes recherches, en particulier sur les relations entre le Saint-Siège et la Chine. Cet après-midi, je vous parlerai des relations entre le pape Léon XIII et l'Empire de Chine. J'ai eu l'idée de proposer cette conférence au lendemain de l'élection du pape Léon XIV. Tout de suite, on a pensé à Rerum Novarum, puisque c'est le pape de cette encyclique sur l'aspect social de l'Église. Et tout le monde a été recherché dans la vie de Léon XIII pour se rappeler qui était Léon XIII. Alors moi j'avais fait quelques recherches durant mes années de doctorat sur Léon XIII. Je viens de soutenir une thèse de doctorat à l'Institut catholique de Paris dont le titre était Sinopolitique du Saint-Siège de 1933 à 1946. Deux petits points, stratégie missionnaire, géopolitique et diplomatie pontificale envers la République de Chine. Je me suis attardé à étudier les relations entre le Saint-Siège et la jeune République chinoise fondée en 1912 pendant l'entre-deux-guerres et la Deuxième Guerre mondiale, où se place aussi la Deuxième Guerre sino-japonaise qui se termine en 1946 et ma borne finale était qui se termine en 1945 et ma borne finale de ma thèse était 1946 avec l'établissement de la hiérarchie catholique chinoise. Voilà, soyez les bienvenus, n'hésitez pas. Il y a encore de la place peut-être. Oui. Alors, pour se remettre dans le contexte, au moment où Léon XIII arrive au siège de Saint-Pierre, auparavant, il y avait les États pontificaux, n'est-ce pas, avant l'arrivée des troupes italiennes en 1870 à Rome. Donc vous voyez, je voulais vous montrer cette carte des États pontificaux pour que vous ayez un aperçu de ce qu'étaient les États pontificaux. Ensuite, en 1870, la papauté perd ses États pontificaux, les troupes italiennes envahissent ces États et arrivent à Rome en 1870. Pie IX, comme tous les papes avant lui, habitait au palais du Quirinal dans Rome. Et en raison de cette entrée des troupes italiennes dans Rome, Pie IX s'est réfugié au Vatican. Il se disait prisonnier du Vatican. Alors, c'est ce qu'on appelle la question romaine. Qu'est-ce que la question romaine? C'est la présence de deux pouvoirs dans une même cité, donc à Rome, le pape et le roi d'Italie. Donc, vous voyez là, on voit une scène des troupes italiennes qui prennent Rome et en y pénétrant par la brèche de la Porta Pia, bien connue, hein, de la Villa Bonaparte, qui est l'ambassade de France près le Saint-Siège, qui se situe à Rome. Alors, à ce moment-là, en février 1878, l'élection de Léon XIII intervint dans un contexte du coup inédit pour la papauté, parce que pour la première fois, un pape entre dans ses fonctions sans le pouvoir temporel, mais uniquement avec le pouvoir spirituel. Depuis la disparition des États pontificaux en 1870, le Saint-Siège avait perdu l'assise territoriale qui, durant des siècles, avait garanti son indépendance et son rôle politique. Le nouveau pape, donc Léon XIII, fut ainsi le premier à n'exercer qu'une souveraineté spirituelle dépourvue de toute base temporelle. La question romaine dont je vous parlais, qui opposait le Saint-Siège au jeune royaume d'Italie, pesa lourdement sur le pontificat de Léon XIII, sur l'action de Léon XIII. Tout au long
de son pontificat, Léon XIII s'attacha tout d'abord à faire reconnaître les droits du Saint-Siège et à défendre la légitimité de ses prérogatives temporelles. Vous imaginez bien que Léon XIII se retrouve dans une situation tout à fait inédite, sans pouvoir temporel, sans État. Il se retrouve seulement chef spirituel, alors que les papes auparavant avaient bénéficié des États pontificaux et donc du pouvoir temporel comme chef d'un État, chef d'État. Dans ce cadre, le pontificat de Léon XIII se distingua par l'ampleur de son action politico-diplomatique élaborée dans un contexte international où la disparition du pouvoir temporel avait fragilisé le statut du Saint-Siège et redéfini sa place parmi les nations. Alors, vous voyez, il fallait redéfinir la place du Saint-Siège parmi les nations, puisque ce n'est plus un État avec, en tout cas, le pape n'a plus ce pouvoir sur un État. Ce bouleversement s'inscrivait en même temps, parce que qu'est-ce qui se passe en même temps que ce bouleversement de la prise des États pontificaux? Ce bouleversement s'inscrivait dans un climat européen tendu. En Italie, il y avait des manifestations d'anticléricalisme et en particulier, comme le montrèrent les incidents survenus lors des funérailles de Pie IX. En fait, Pie IX, c'est le pape qui a subi ce moment, de la prise des États pontificaux. Ça s'est passé sous Pie IX. Et les Italiens reprochaient à Pie IX d'empêcher l'unification de l'Italie. Parce que les troupes de Vittorio Emanuele II ont pris les États pontificaux pour l'unification de l'Italie. Et donc certains Italiens, une grande majorité d'Italiens, avaient reproché cela à Pie IX et l'avaient manifesté lors de ses funérailles. Alors vous imaginez l'ambiance au moment où Léon XIII commence son pontificat. Que se passe-t-il aussi en Allemagne ? En Allemagne, la Prusse protestante accompagna l'unité nationale et le Kulturkampf, c'est-à-dire le combat pour la civilisation, engagé par Bismarck, visait à réduire l'influence de l'Église catholique. En fait, vous voyez, à ce moment-là, on voulait séparer les relations entre l'État et l'Église et changer la civilisation en Allemagne. En France, après la crise du 16 mai 1877, eh bien, cela marqua une nouvelle étape de la confrontation entre la République et l'Église, dans un contexte où les républicains hostiles à toute restauration du pouvoir temporel s'imposèrent face au président MacMahon. En fait, le maréchal de MacMahon était monarchiste et lui, il ne voyait pas d'inconvénient au retour du pouvoir temporel du pape. Les évêques de France plaidaient pour la restauration du pouvoir temporel, mais pas les républicains. Donc il y a eu une grande levée de boucliers, une grande hostilité des républicains à toute restauration du pouvoir temporel du pape. Alors là, je vous ai mis une caricature, tel un diable à ressort. Léon Gambetta jaillit d'une boîte à surprise devant le président MacMahon, lui demandant de se soumettre ou se démettre. Vous imaginez l'ambiance à la fin, dans cette deuxième moitié du 19e siècle, qui va, on sait, après aboutir en France à la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Mais bien avant, il y a les lois Jules Ferry, les lois Goblet sur la laïcité à l'école et la rupture diplomatique, des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la France en 1904 jusqu'en 1921. Pour vous mettre un peu dans le contexte qui précède Léon XIII et qui succède un petit peu au pontificat de Léon XIII. Alors, qu'est-ce que cela va provoquer? Cependant, cette rupture historique n'entraîna pas la marginalisation de la papauté sur la scène
international. Alors c'est là qu'on va voir quelle stratégie va employer la papauté. Est-ce qu'elle va se laisser porter par ses contrariétés, ou bien elle va penser une autre stratégie au niveau international? Au contraire, la perte du pouvoir temporel conduisit le Saint-Siège à définir de nouvelles modalités d'affirmation. À défaut de territoire, le pape Léon XIII entreprit de reconfigurer une diplomatie fondée non sur la puissance d'un État, mais sur une autorité morale et religieuse conçue comme universelle et transnationale, capable de s'exercer au-delà des frontières politiques et culturelle. Sous l'impulsion de Léon XIII, la papauté, en fait, retrouva une visibilité et s'affirma comme un acteur reconnu des relations internationales. Dans cette perspective, la diplomatie pontificale ne se limita plus à la défense d'intérêts immédiats en Europe ou auprès des seules puissances catholiques. Elle s'étendit vers des monarchies non catholiques et vers des nations extra-européennes. On pourrait dire qu'il y a eu un tournant extra-européen de la papauté, du Saint-Siège. C'est-à-dire qu'auparavant, le Saint-Siège avait de façon privilégiée des relations avec des monarchies catholiques ou des États dont la chrétienté était installée depuis bien longtemps. Elle s'étendit vers des monarchies, donc la papauté s'étendit vers des monarchies non catholiques et vers des nations extra-européennes afin de consolider le statut international du Saint-Siège et de restaurer son prestige auprès des chancelleries, c'est-à-dire auprès des chancelleries de chaque pays dans le monde. Mission et diplomatie, maintenant, deviennent indissociables. Mission et diplomatie. La première, renforcer l'autorité spirituelle de Rome dans les territoires les plus éloignés, tandis que la seconde, c'est-à-dire la diplomatie, soutenait l'apostolat missionnaire. Autrement dit, en d'autres termes, promouvoir les missions par la voie diplomatique et développer la diplomatie grâce à l'ancrage missionnaire apparurent comme les deux dimensions d'une même stratégie. Sous Léon XIII, cette orientation trouva un relais concret dans la coopération renforcée entre secrétairie d'État d'un côté et la congrégation des Propaganda Fidei de l'autre. La congrégation des Propaganda Fidei, c'est la congrégation qui s'occupe de la mission d'évangélisation ad extra, hein, cette fameuse congrégation qui a été fondée en 1622. L'attention que Léon XIII porta à la Chine s'explique également à la lumière de ce contexte où il cherche à avoir des relations avec d'autres nations, pas forcément chrétiennes, d'autres nations en dehors de l'Europe. La politique d'expansion diplomatique que Léon XIII envisagea, née en partie de la contrainte imposée par la fameuse question romaine, trouva dans l'Extrême-Orient l'un de ses terrains d'application privilégiés. L'ouverture de relations directes avec la cour impériale chinoise s'inscrivit ainsi dans une double perspective. Tout d'abord, affirmer l'indépendance du Saint-Siège face aux puissances européennes et ensuite soutenir la mission universelle de l'Église. Il y avait un double enjeu, un enjeu à la fois diplomatique et politique, et un enjeu missionnaire. Au XIXe siècle, pour se remettre dans le contexte en Chine, puisque là, on va s'attarder en Extrême-Orient et en particulier à la Chine. Au XIXe siècle, la Chine fut confrontée à deux guerres. Bienvenue. La Chine est confrontée à deux grandes guerres, ce qu'on appelle les guerres de l'opium, et qui sont menées contre les puissances coloniales occidentales. La Chine perd
hein, ces deux guerres de l'opium, elle dut signer une série de traités qu'on appelle les traités inégaux et céder une grande partie de ses droits souverains. L'Angleterre, la Grande-Bretagne va obtenir après, hein, les guerres de l'opium, avec ces traités inégaux, elle va obtenir des grosses sommes d'argent, mais aussi des traités pour faciliter son commerce en Chine, l'entrée dans les ports chinois et bien sûr des avantages territoriaux. L'Angleterre obtiendra plusieurs territoires. Pas seulement l'Angleterre, mais toutes ces puissances coloniales occidentales en plus du Japon. L'Allemagne va avoir des concessions comme l'Italie, la France aura ses concessions aussi, ainsi que comment la Russie, en effet. Et la France aura moins d'avantages commerciaux, par exemple, que l'Angleterre, et elle va se placer à un autre niveau. Alors, puisqu'elle a obtenu moins d'avantages que l'Angleterre ou d'autres puissances coloniales, la France veut se placer au niveau comme une France civilisatrice, au niveau de la civilisation, au niveau de la philosophie, au niveau même de la religion. Ainsi, la France va en retirer des avantages commerciaux, mais aussi un rôle décisif sur le plan religieux. Alors on se dit, mais pourquoi la France veut obtenir cet avantage, ce privilège sur la religion catholique en Chine, alors que ça concerne le Saint-Siège, puisque c'est le pape qui est le chef de l'Église catholique. Mais là, la France demande à avoir un protectorat sur les missions catholiques. Elle va s'imposer comme protectrice des missions catholiques. Alors, la France impose à la Chine ce protectorat. En fait, dans un traité, pas très clair d'ailleurs, elle impose de façon unilatérale ce protectorat sur les missions en Chine. Et quid du Saint-Siège? La France n'a pas concerté la papauté pour avoir ce privilège sur les missions catholiques. Elle s'est octroyée à la place, hein, du Saint-Père ce privilège sur les missions. Donc elle sent bien, vous comprenez bien que déjà il y a quelque chose de pas clair et déjà presque caduque au moment de signer ce traité, puisque la religion catholique dont le chef est le pape, le pape n'est pas concerné par ce traité sur le protectorat des missions catholiques en Chine. La France va vouloir toujours, au long des années, jusqu'en 1946, où elle va abandonner ce protectorat par un autre traité avec la Chine, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. La France va toujours vouloir défendre ce privilège du protectorat. Pourquoi la France tenait-elle tant à ce protectorat? Ce protectorat constitua pour la France une pièce maîtresse de sa politique en Chine, parce que ce protectorat lui permettait d'affirmer sa présence et d'exercer une influence à la fois politique, par l'action de ses diplomates qui vont gérer les missions, et culturelle grâce au rayonnement des missionnaires. Vous voyez les missionnaires, par exemple des missionnaires français, ils vont aller en Chine, qu'est-ce qu'ils vont faire? Fonder des paroisses, ouvrir des écoles, enseigner le français. C'est une influence culturelle, n'est-ce pas? Ce seront les missionnaires seront déjà des agents d'influence, vont influencer pour répandre la culture, les valeurs, la pensée française. Mais aussi des agents d'information, puisque les missionnaires français, ce sont les seuls nationaux, c'est-à-dire nationaux français, qui vont partout sur le territoire chinois, jusque dans les contrées les plus lointaines. Donc c'est une grande source d'information, l'information sur ce qui se passe, même au niveau géographique, au niveau des cartes, au niveau de la population, au niveau des récoltes, au niveau du climat, enfin toutes sortes d'informations, pas seulement politiques, que les missionnaires peuvent apporter. Donc la France considère les missionnaires comme de précieux
relais d'influence, mais aussi d'information, eux qui sont les seuls nationaux installés sur place dans les provinces. Pour affirmer sa présence et exercer une influence à la fois politique, hein, dont je vous parlais, et pour le prestige de la France dans le monde et l'expansion de sa politique coloniale. Hein. C'est l'impérialisme français en Chine. Donc voilà, la France se place à un autre niveau que l'Angleterre, qui se place plutôt au niveau commercial. Euh, Ce protectorat, il facilita, du point de vue de l'Église, hein, ce protectorat, il facilita le retour des missionnaires, expulsés au XVIIIe siècle à la suite de la querelle des rites. Vous voyez, au XVIIIe siècle, tous les missionnaires ont été expulsés de Chine à la suite de la querelle des rites. Et avec ce traité, ces traités inégaux que la France a pu obtenir avec le protectorat français sur les missions catholiques, cela a permis aux missionnaires de revenir. Hein, même si ce protectorat restait largement à discuter quant à la position du pape dans ce protectorat, c'est-à-dire nul. Il n'avait aucune autorité au niveau de ce protectorat. Mais ça a l'avantage de ramener les missionnaires, permettre la mission en Chine après l'expulsion du XVIIIe siècle. Donc un nouvel espace pour la mission d'évangélisation s'offrait aux missionnaires européens en Chine. En réalité, la France, qui s'était affranchie de l'autorité du Saint-Siège, utilisa ce privilège pour appuyer l'expansion de sa politique coloniale en Chine au prix d'un amalgame entre christianisme et impérialisme. Puisque la France, elle avait, son but premier n'était pas faire de l'évangélisation. Ça, c'est le but de l'Église. Hein, c'est la nature même de l'Église. Alors, si je fais un bond dans le temps, les pères du Concile ont répondu à cette question. Qu'est-ce que l'Église ? Quelle est la nature de l'Église ? La nature de l'Église, c'est une nature missionnaire. Elle est née, elle a été fondée pour annoncer l'Évangile. Ici, à ad intra ou ad extra. Hein, ici ou en dehors de nos frontières. Et là, la population chinoise ne comprend pas à la fois la France, qui est une puissance coloniale, qui impose son impérialisme sur le territoire chinois, et elle voit aussi les prêtres chrétiens catholiques protégés par la France. Alors on se dit, où se place l'Église catholique ? Est-ce que l'Église catholique est une autre puissance coloniale ou s'inscrit dans cette politique coloniale ? Il y a un gros amalgame avec ce protectorat. Alors la Chine, elle cherchait vraiment à s'émanciper du pouvoir colonial de la France. Et donc pour cela, il fallait établir des liens avec la papauté pour se débarrasser de ce protectorat. Le protectorat était perçu, je vous le disais, comme un instrument au service des ambitions européennes. Donc les conséquences, c'est que la population chinoise considérait les missionnaires comme des agents de l'Occident. Il y avait une grande méfiance et des violentes réactions des Chinois contre les missionnaires. Hein. Ils n'hésitaient même ils n'hésitaient pas à tuer les missionnaires ou des catholiques. Il y a eu des grandes phases de persécution et d'attaque contre les missionnaires. Alors, je passe à la suivante. Alors, la Chine, elle va vouloir se libérer de cela. Alors, je vous ai mis la photo du Zhongli Yamen. C'est le bureau des affaires de toutes les nations. En fait, c'était le bureau des affaires étrangères sous la dynastie des Qing, qui a été fondé en 1861. Alors, vous voyez, là, on parle de la fin de la deuxième moitié du 19e siècle. Donc c'est assez récent, on est en 1881, au moment où le vice-roi contacte le Saint-Siège. Ça fait seulement 20 ans que ce Zhongli Yamen a été créé, hein, sous la dynastie des Qing. Donc le vice-roi, voulant se libérer de la tutelle française, le vice-roi Li Hongzhang, chef de la diplomatie impériale,
pris l'initiative de contacter Léon XIII afin d'établir des liens directs entre la Chine et le Saint-Siège. J'insiste sur le fait que ce bureau est assez jeune et le Saint-Siège, ensuite la Chine va avoir recours à d'autres agents diplomatiques que des agents diplomatiques chinois. Elle va faire appel, on verra ça par la suite, mais retenez bien que c'est tout à fait nouveau d'avoir ce bureau des affaires étrangères, pour la Chine. Donc, le vice-roi, il dénonçait les inconvénients du protectorat religieux français auprès de Léon XIII, et ce protectorat perçu comme un instrument de service aux ambitions européennes. Et il plaidait pour une séparation claire entre les affaires de l'Église et la politique coloniale de la France. Ce monopole français sur les affaires religieuses amenait en effet la population chinoise à considérer les missionnaires, je vous le disais, comme des agents du pouvoir occidental, exacerbant leur méfiance et nourrissant de violentes réactions. Alors, depuis la querelle des rites, qui avait entraîné l'interruption du travail missionnaire en Chine, la papauté cherchait, depuis l'expulsion de tous les missionnaires de Chine, la papauté cherchait constamment à renouer avec la mission chinoise. Avec le pontificat de Léon XIII, cette préoccupation trouva une expression particulière. La Chine, pour Léon XIII, occupa alors une place centrale dans les orientations missionnaires de l'Église qui adopta de nouvelles approches. Nouvelles approches pour la Chine. Le Saint-Siège reconnaissait l'importance de la mission chinoise pour l'ensemble de l'Asie et cherchait à y renforcer sa présence. Pour cela, il était essentiel que la mission en Chine soit menée uniquement sous l'autorité du pape. Alors on a ces deux entités, la Chine et le Saint-Siège, qui sont d'accord pour avoir des relations directes sans passer par la France. Mais la France ne va pas être de cet avis et va mettre à chaque fois son veto dès que la Chine ou bien le Saint-Siège va essayer de rentrer en relation l'un avec l'autre. Le protectorat religieux exercé par la France en Chine, qui rappelait certains aspects le Padro Ado du XVe siècle. Alors, une petite parenthèse sur le Padro Ado du portugais du XVe siècle. En fait, le Padro Ado au XVe siècle, en bref, en résumé rapide, à l'époque, le Saint-Siège, la papauté, n'avait pas forcément tous les moyens pour aller évangéliser ad extra et avait confié aux monarchies ibériques, c'est-à-dire au roi du Portugal et au roi d'Espagne, par décret, ça a été décidé par le pape, par décret, que ces monarchies ibériques s'occuperaient et financeraient les missions. Là, ça rappelle par certains aspects, mais pas complètement, puisque pour le Padro Ado portugais, le roi d'Espagne et le roi du Portugal avaient reçu un décret signé par le pape, alors que ce protectorat français avait été décidé de façon unilatérale par la France. Alors, ce protectorat entrait ainsi en contradiction avec la volonté de Rome de préserver l'indépendance et l'universalité de l'Église face à toute ingérence politique, puisque ce protectorat était par essence politique. Alors, dans un contexte marqué par des massacres et par les persécutions des communautés chrétiennes, il devenait impératif pour le pape Léon XIII de nouer des relations directes avec la cour des Qing. Les Qing, c'est la dynastie qui était en place à ce moment-là. Soucieux de libérer les missions de toute tutelle étrangère et attentif en même temps à la montée de l'hostilité chinoise à l'égard des chrétiens, l'ouverture de relations diplomatiques apparaissait dès lors comme une condition nécessaire pour garantir l'avenir de l'évangélisation en Chine. Cependant,
la révocation du protectorat religieux aurait inévitablement remis en cause l'équilibre diplomatique en fragilisant non seulement les relations de la France avec la Chine, mais aussi les relations de la France avec le Saint-Siège. Une telle rupture risquait également d'avoir des répercussions politiques sensibles tant sur la gestion des missions en Chine que sur la situation de l'Église en France. C'est-à-dire que le Saint-Siège doit penser à la fois à ses missions en Chine, mais aussi à la fois à l'Église catholique qui est en France. Et le pape, il est dans cette situation de la question romaine, où il n'a plus les états pontificaux, il se retrouve seulement chef spirituel. Et il attendait quand même le soutien de la France face aux forces italiennes. Donc, il ne voulait pas non plus froisser la France, dont il attendait une aide certaine, rien qu'en Europe. Par ailleurs, dans le contexte toujours marqué par la question romaine, Léon XIII ne pouvait pas se permettre d'entrer en conflit avec la France qu'il qualifiait de colonne de l'Église et dont il attendait un soutien politique. Donc Léon XIII, face à la demande, à la requête du vice-roi Li Hongzhang en 1881, Léon XIII ne donna pas immédiatement suite à la requête de Li Hongzhang, d'autant qu'aucune garantie, surtout, aucune garantie ne lui était offerte quant à la capacité de la Chine d'assurer la sécurité des missions. C'est-à-dire, oui, alors on se débarrasse du protectorat français, mais qui va assurer la protection des missionnaires? Parce que vous voyez, la Chine, c'est un grand pays de la taille d'un continent. Le roi, et ensuite il y a tous les mandarins, et il y a toutes les parties de la Chine. Il y a le roi, l'empereur, il peut édicter un décret pour la protection des missionnaires, mais rien n'assure que ce décret sera respecté dans toute la Chine. Et donc le pape doit prendre tout ça en considération. Le pape se trouvait ainsi confronté à un dilemme. Maintenir un protectorat qui servait davantage des objectifs politiques plus que religieux, tout en constatant qu'il exposait de plus en plus les communautés chrétiennes aux violences locales. Alors finalement, pas d'accord avec la Chine suite à la requête de 1881. Le 1er février 1885, alors que le conflit chinois se prolongeait et que la sécurité des missions catholiques apparaissait de plus en plus menacée, Léon XIII, donc en 1885, Léon XIII écrit à l'empereur Guangxu en réponse à la démarche chinoise de 1881. Il a fallu 4 ans pour répondre à cette requête chinoise d'établir des relations diplomatiques. Alors pourquoi le pape écrit le 1er février 1885 ? Je vais vous montrer la lettre. Très grand empereur, c'est écrit le 1er février 1885, ensuite c'est publié dans l'Observatore Romano le 25 mars 1885. C'est intéressant de voir pourquoi ça a été publié dans l'Observatore Romano. C'est-à-dire que le Saint-Siège écrit cette lettre de façon publique. Donc la France est au courant de ce que fait le Saint-Siège. Ce n'est pas fait dans le dos de la France. Vous voyez ? C'est intéressant de voir que le Saint-Siège prend le soin de publier cette lettre. La guerre qui a éclaté dernièrement dans certaines régions de votre empire. De quelle guerre parle Léon XIII? Il la date du 1er février 1885. Alors, cette guerre, il parle de la guerre, vous voyez, Sino-French Campaign, le conflit entre août 1884 et avril 1885. Il fait référence précisément à ce conflit de la guerre franco-chinoise, au conflit franco-chinois. Ce conflit, la France veut prendre le contrôle du fleuve Rouge qui relie Hanoï à la province du Hunan en Chine,
Et finalement, la Chine perd ce conflit franco-chinois et les Qing abandonnent leur suzeraineté sur l'Indochine au profit de la France. Alors, le Saint-Siège pense aussi aux missions indo-chinoises, hein. Et alors, c'est ainsi que le pape va écrire cette lettre pour clarifier aussi le rôle de la papauté et le rôle des missionnaires en Chine. Léon XIII adressa une lettre à l'empereur Guangxu en réponse à la demande chinoise de 1881. Il y sollicitait la bienveillance impériale à l'égard des missionnaires, hein. Nous suivons l'exemple de nos prédécesseurs qui, plus d'une fois, ont imploré les puissants princes, vos ancêtres, en faveur des missionnaires d'Europe et du peuple chrétien. Ils demandent directement la protection de l'empereur de Chine pour les missionnaires et pour les chrétiens. Et Léon XIII demande la protection afin qu'ils puissent exercer librement leur ministère. Ensuite, dans cette lettre, alors, les titres, c'est moi qui les ai mis, hein. Dans cette lettre, Léon XIII mettait en avant le caractère supranational de l'Église catholique. Le caractère supranational, comment on le voit, c'est que aujourd'hui, on en compte aujourd'hui de missionnaires un grand nombre de l'Italie, de la Belgique, de la Hollande, de l'Espagne et de l'Allemagne. L'Église catholique, c'est l'Église universelle. Elle ne fait pas cette œuvre d'évangélisation pour la gloire d'un pays, hein. Et donc le caractère supranational de l'Église catholique en affirmant à l'empereur chinois que les missionnaires étaient envoyés exclusivement par le siège apostolique, hein. Tous les prêtres habitant votre florissant empire pour y prêcher l'évangile sont envoyés par les pontifes romains et pas, par exemple, par la puissance protectrice des missions, en l'occurrence la France. Ce n'est pas la France qui est responsable des missionnaires. Les missionnaires répondent au pape. Donc, pour bien expliquer cela à l'empereur de Chine, donc, les missionnaires détiennent leur charge, leur mandat et toute leur autorité du siège apostolique. Une telle affirmation traduisait la volonté du pape de ne tolérer aucune restriction à son autorité et annonçait un tournant décisif à l'égard du protectorat. Afin d'éviter toute susceptibilité, la congrégation des Propaganda Fide, hein, c'est cette congrégation qui s'occupe des missions, remit cette lettre, hein, le 25 février, donc elle est écrite le 1er février, elle est remise, une copie est remise le 25 février à l'ambassadeur de France près le Saint-Siège, le comte Lefebvre de BN. C'est-à-dire que ça se joue au Vatican avec le pape, ça se joue en Chine, mais ça se joue aussi auprès de l'ambassade de France près le Saint-Siège, c'est-à-dire le représentant de la France auprès du pape. Donc, on va donner la copie de cette lettre à l'ambassadeur de France près le Saint-Siège. Cet ambassadeur de France près le Saint-Siège va faire une dépêche politique et, comme bon diplomate, il va envoyer cette lettre au ministère des Affaires étrangères en France. Alors, donc, voilà. Si le contenu de la lettre ne semblait revêtir aucun caractère politique explicite, cette lettre de Léon XIII laissait néanmoins transparaître en filigrane la volonté de Léon XIII de mettre un terme au protectorat religieux français. Le 10 avril 1885, la Chine va répondre à cette lettre. Elle accuse réception de la lettre de Léon XIII sans faire mention du protectorat religieux français, ni exprimer le souhait d'entrer en relation directe avec le pape, sans doute par prudence politique. Alors, cette lettre, je l'ai retrouvée au Saint-Siège, aux archives du Vatican. Donc, vous voyez, tout ça, c'est basé sur l'étude des archives. À la fois les archives
par exemple, tout ce qui concerne l'ambassade de France ou bien le ministère des Affaires étrangères de France, j'ai trouvé aux archives de la Courneuve ou bien les archives de Nantes et les archives, là pour cette lettre reçue de la cour de Pékin, je l'ai retrouvée à Rome. Cependant, par la suite, alors la Chine, au mois d'avril 1885, a répondu de façon très brève et sans rentrer dans les détails sur une possible entrée en contact diplomatique. Mais quelques mois après, en 1886, le vice-roi engagea une démarche destinée à affaiblir le protectorat français. Il proposa la nomination d'un ministre plénipotentiaire à Rome et suggéra l'établissement d'une représentation du Saint-Siège à Pékin. Donc il y va quand même de façon prudente. Il a attendu quelques mois, il a attendu 1886 pour envoyer un Britannique auprès du Saint-Siège. Alors le Britannique John Dunne est mandaté auprès du Saint-Siège. Alors vous allez me demander, mais pourquoi le vice-roi, ministre des Affaires étrangères de la Chine, va envoyer un Britannique pour le représenter auprès du pape? Pourquoi il ne choisit pas un Chinois? Tout à l'heure, je vous avais dit que le ministère des Affaires étrangères de la cour impériale des Qing a été fondé en 1861. Il n'avait pas encore de diplomates assez formés, puisque c'est tout frais, formés et surtout formés à faire de la diplomatie avec l'Europe. Vous voyez, faire de la diplomatie avec des pays limitrophes d'Asie, c'est pas la même chose et c'est pas la même culture que faire de la diplomatie avec des cours ou des États européens. Et en particulier avec la papauté où il y a beaucoup de codes et de choses à savoir, notamment sa grande histoire. Et alors donc, ils envoient un Britannique. Ce Britannique d'origine écossaise est un catholique converti. Il était simple fonctionnaire de la douane impériale maritime à Tianjin. Il fut nommé par le vice-roi comme envoyé spécial du gouvernement impérial de Pékin à Rome afin d'établir des relations diplomatiques permanentes entre le Saint-Siège et la Chine. Alors, moi, je vous propose de suivre la mission de John Dunne en 1886. Parce que là, le gouvernement chinois décide d'embrayer pour établir des relations diplomatiques. C'est bien décidé. Donc, ils envoient John Dunne pour cette entreprise. Donc on va voir comment la France va réagir, comment le Saint-Siège va réagir et quelle sera la conclusion de ces démarches d'envoyer un Britannique depuis la Chine jusqu'à Rome. Combien de mois ça va durer? Est-ce que quels seront les résultats? Donc, ce médiateur arriva à la fin du mois de janvier 1886. Il fut reçu en audience par le pape Léon XIII le 4 février 1886. Vous voyez, ça va vite. Il est envoyé fin janvier 1886. Il rencontre le pape Léon XIII le 4 février, puis le secrétaire d'État, le cardinal Ludovico Giacobini, le 8 février. Et il sera reçu aussi en audience par le cardinal préfet de la Sacrée Congrégation des Propaganda Fidei. La France, parallèlement, elle est consciente que ces négociations pouvaient mettre en péril son protectorat religieux. La France suivait avec attention les échanges entre le Saint-Siège et la Chine. Cette vigilance se justifiait d'autant plus, je vous le disais, que ce protectorat reposait sur des bases fragiles, en l'absence de toute convention formelle conclue avec la papauté. C'était une décision unilatérale de la France à la suite des 2 guerres de l'opium. Il y a eu plusieurs étapes et plusieurs traités pour arriver à ce protectorat qui reposait sur quelque chose de très fragile. Donc,
la France surveille la mission de John Dunne et on va voir quels sont les enjeux, quelle est la signification diplomatique d'envoyer un tel émissaire, un tel représentant de nationalités différentes que chinoises. L'établissement de relations diplomatiques directes entre le Saint-Siège et la cour impériale chinoise représentait, bien sûr, aux yeux de la France, une menace pour son protectorat religieux et une rupture inacceptable d'un arrangement tacite qui en constituait le fondement. En se posant comme défenseur des intérêts missionnaires, la France s'était arrogé un rôle hégémonique d'intermédiaire exclusif entre la Chine et les missions catholiques. La présence éventuelle d'un nonce apostolique à Pékin apparaissait dès lors comme une concurrence directe, susceptible de lui retirer la maîtrise de sa politique religieuse en Chine. L'ouverture de relations officielles signifiait en pratique la mise à l'écart de la France. Vous imaginez l'arrivée d'un nonce apostolique à Pékin. Et qu'est-ce que ferait la France? Puisque le nonce apostolique à Pékin, son rôle, c'est de gérer les missions au nom du pape en Chine. Donc, c'était une concurrence directe pour la France. Soucieux de préserver les intérêts de la France en Chine, le comte Lefebvre de Béhène, c'est-à-dire l'ambassadeur de France près le Saint-Siège, engagea lui aussi une série d'audiences privées avec Léon XIII, le cardinal secrétaire d'État Ludovico Jacobini et le cardinal Giovanni Simeoni, préfet de la congrégation des Propaganda Fidei. Le comte Lefebvre de Béhène voulait avoir des éclaircissements sur ce projet et réaffirmer auprès de la papauté la légitimité du protectorat religieux français en Chine. Le comte Lefebvre de Béhène, qui est en poste à Rome, reçoit régulièrement des instructions du ministère des Affaires étrangères depuis Paris. Et lui envoie des rapports réguliers de ses rencontres avec le pape et de ce qu'il observe concernant ce projet des relations sino-vaticanes. Compte tenu des inquiétudes exprimées par la France, Léon XIII adopta une attitude conciliatrice à l'égard du comte de Béhène. Lors de l'audience du 26 février 1886, vous voyez, tout s'enchaîne, il affirma que la France ne serait pas écartée et déclara « Si les représentants du Saint-Siège doivent aller résider en Chine et au Japon, ils réclameront votre assistance. Comment pourrais-je me priver de l'appui de la France ?» Ça, c'est ce qu'a dit Léon XIII au comte de Béhène, que j'ai retrouvé cette trace à la Courneuve, aux archives du ministère des Affaires étrangères, dans une dépêche politique où il raconte au ministre des Affaires étrangères son entretien, son audience avec le pape Léon XIII. Dans un échange de notes entre Paris et le Saint-Siège, le gouvernement français fit savoir qu'il ne contestait pas à la papauté le droit de légation active. Pour bien comprendre ce que c'est la légation active. Légation active, c'est le droit d'un État, d'un pays, d'être représenté dans un autre État ou dans une autre monarchie. Et le droit de légation active, c'est le droit de recevoir un représentant d'un État ou d'une monarchie. Donc, le gouvernement français fit savoir qu'il ne contestait pas à la papauté le droit de légation active dans la mesure où celui-ci visait à favoriser l'œuvre missionnaire. C'est-à-dire, il souhaitait cependant que le représentant pontifical à Pékin reste limité au domaine spirituel. C'est-à-dire qu'il permettait, le gouvernement français ne refusait pas à la papauté d'envoyer un représentant du pape en Chine, seulement si celui-ci se limitait au domaine strictement spirituel. La France proposait ainsi d'instaurer un modus vivendi définissant les conditions d'une coexistence rationnelle de la délégation pontificale et de la délégation française en Chine.
Vous voyez, il y a la représentation française en Chine et la représentation pontificale en Chine. La France s'occuperait des affaires temporelles des missions, ces affaires de la France, mais aussi des affaires temporelles des missions, mais les affaires spirituelles des missions, le délégué apostolique, en tout cas le représentant du pape en Chine, s'occuperait que des affaires spirituelles. En conséquence, la solution avancée par la France consistait à calquer la représentation pontificale sur le modèle déjà en vigueur à Constantinople. Il y a déjà eu un exemple fait avec la France à Constantinople, un délégué apostolique dépourvu de tout statut diplomatique. Il est délégué apostolique, il représente le Saint-Père et n'aurait pas de statut diplomatique. La France, pourquoi ? La France refusait en effet la présence simultanée à Pékin d'un représentant officiel du Saint-Siège et d'un ministre plénipotentiaire français, estimant qu'une telle dualité temporelle risquait de créer de sérieuses complications dans la gestion des affaires religieuses. En 1886, à la suite des divers entretiens menés par John Dunne avec Léon XIII, avec le cardinal Ludovico Jacobini ou le cardinal Giovanni Simeoni, la papauté décide d'envoyer Monseigneur Antonio Aiardi, déjà délégué apostolique en Inde, pour la cour de Pékin. Alors, que va-t-il se passer ? Au début du mois d'août, divers journaux de la presse française comme étrangère vont s'emparer de l'affaire, annonçant que le nonce apostolique à Madrid, Monseigneur Antonio Aiardi, avait été désigné par Léon XIII pour représenter le Saint-Siège en Chine. Alors je vous ai mis un passage du journal Le Gaulois, du 8 août 1886, le pape Léon XIII vient d'accréditer auprès de l'empereur de Chine un nonce, Monseigneur Aiardi, chargé de représenter diplomatiquement le Saint-Siège à Pékin et d'y défendre les intérêts catholiques. Cet événement est considéré par la presse républicaine de notre pays comme un échec de la diplomatie française et comme une sorte de trahison de la papauté envers la France. Et vous voyez, le moyen de pression de ce journal et de la presse républicaine. Vous savez, quand on fait de l'histoire des relations internationales, il ne faut pas seulement voir l'histoire entre deux États comme si tout se passait que dans les chancelleries, que dans les ambassades ou sinon au niveau supérieur. Il faut aussi, comme le disait l'historien Renouvin et Durosel, ces deux historiens qui ont fondé l'école de l'histoire des relations internationales. Il faut prendre tout en considération, les influences de la presse, mais aussi les forces profondes, les actions sociales. Enfin, il faut tout prendre en considération pour comprendre l'histoire des relations internationales et comment tout se joue, et ça ne se joue pas seulement au niveau des chancelleries ou au niveau des gouvernements. Vous voyez, là, on a un exemple bien précis d'un gros coup de pression de la presse républicaine. Voilà. Au début du mois d'août, donc la presse annonce ça. Le 4 août, Charles de Freycinet, président du Conseil en France et ministre des Affaires étrangères, sollicita du comte Lefebvre de Béhaine une confirmation de cette information. Parce qu'en fait, le Saint-Siège n'a jamais fait l'annonce officielle. C'est la presse et la rumeur. Alors, ça a été pensé, mais jamais été annoncé de façon officielle. L'ambassadeur Charles de Freycinet demande au comte Lefebvre de Béhaine une confirmation. L'ambassadeur, tout de suite, le 4 août même, va s'adresser à la secrétaire d'État qui lui répond tout de suite, dès le 4 août, que le Saint-Père n'a pas encore nommé définitivement
son représentant à Pékin. Vous voyez, vous avez la version de l'archive, parce que c'est toujours beau d'avoir une archive, un document d'archive, et là, la traduction. Donc, vous voyez, c'est demandé par la France le 4 août. Le 4 août, l'ambassadeur de France s'adresse tout de suite à la secrétaire d'État et Monseigneur Mario Moceni répond. Alors, vous allez me demander, mais pourquoi c'est le sous-secrétaire qui répond à l'ambassadeur, et pourquoi ce n'est pas le secrétaire d'État? Ben, l'ambassadeur va le dire quand il écrira au président du Conseil. Vous voyez, hier dans la journée, aussitôt après avoir reçu votre télégramme de 11h50 du matin, le cardinal Giacobini étant malade et retenu au lit, j'ai demandé par écrit au substitut d'État, voilà. Donc c'est pour ça que c'est passé par Monseigneur Moceni et pas par le cardinal Giacobini, parce que le pauvre, il était malade. Donc voilà, quand on recoupe les archives, ça permet de mieux comprendre pourquoi certains acteurs apparaissent tout d'un coup dans un dossier. Alors bien sûr, il travaille sur ce dossier, mais pourquoi c'est lui tout d'un coup qui écrit au comte de Frécy, au comte de BN. Le 31 août, le 5 août, donc on est au 4 août, le 5 août, le lendemain, le Saint-Siège, via l'Observatore Romano, qui est le journal semi-officiel du Saint-Siège, va écrire, il veut réaffirmer les intentions loyales du pape envers la France, mais aussi de son droit d'être représenté en Chine. Cet article, le Saint-Siège, la France et la Chine. Bien sûr que le comte Lefebvre de BN va avoir accès à cet article, va l'analyser, va l'interpréter et envoyer une dépêche politique et un rapport au ministre Charles de Freycinet. Alors, la publication de cet article suscita une vive réaction du gouvernement de Freycinet, ainsi que des radicaux de gauche qui virent une trahison du Saint-Siège envers la France et réclamèrent, on est en 1886, réclamèrent la rupture des relations diplomatiques. Pour leur part, les milieux catholiques demeurèrent silencieux. Alors je vais vous expliquer pourquoi les milieux catholiques restèrent silencieux. Mais là, d'abord, la réaction du comte de BN. Donc il écrit à Charles de Freycinet. Il y a quelques inexactitudes et beaucoup d'appréciations aventureuses à relever dans l'article 6 juin de l'Observatore Romano. Ensuite, j'arrive pas à lire le pape n'a pas eu précisément le souvenir de tout ce que la France a effectué pour l'avantage de la religion catholique et qui n'a pas été non plus dominé par un sentiment de déférence envers nous. Vous voyez, alors là, on est dans la crise diplomatique. On poursuit Léon XIII. Cependant, le Saint-Siège, à la suite de cette communication, a-t-il reçu l'assurance du cabinet de Pékin tiendrait compte du devoir de Léon XIII de voir respecter notre protectorat. Donc, je vous ai dit tout à l'heure pourquoi la France tenait tant à ce protectorat, et elle va le montrer que ce protectorat, elle va le protéger pour elle. Dès lors, comment pourrait-on prétendre que dans ces négociations avec la Chine, Léon XIII a sauvegardé nos droits? Vous voyez ? Donc voilà, ça c'est cette publication. Dans ce climat tendu, le ministère français des Affaires étrangères envisagea même que les radicaux de gauche, de même que les radicaux de gauche, la rupture des relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Et le ministère des Affaires étrangères demanda au comte de BN de rédiger un mémoire justifiant le maintien de l'ambassade. C'est-à-dire que maintenant, à Paris, on se dit, est-ce qu'il est nécessaire, pas seulement pour l'histoire de la Chine, mais est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une ambassade de France près le Saint-Siège ?
L'ambassadeur souligna que, malgré la disparition du pouvoir temporel du pape, le Vatican demeurait un centre d'influence majeur, où se croisaient les intérêts des puissances et dont l'action pouvait contribuer à préserver la paix religieuse en France. Donc, dans le rapport du comte de Béhène, il dira à Freycinet que la représentation française auprès du Saint-Siège constituait un instrument précieux pour amortir les tensions et favoriser des orientations conciliatrices. Mais vous voyez comment cet article a vexé la France, si bien qu'elle s'est posé la question sur l'utilité d'avoir une ambassade de France près le Saint-Siège. Le 8 août 1886, maintenant, on est parti à Pékin, on était à Rome, c'est-à-dire au Vatican avec le pape, à l'ambassade de France près le Saint-Siège, mais il y a aussi le représentant du pape à Paris, le nonce apostolique. Le nonce apostolique. Alors, il va jouer un rôle, parce que lui qui est à Paris, il va aller voir le gouvernement français. Alors, en cherchant dans les archives, le 8 août 1886, Monseigneur Camillo d'Irende, nonce apostolique à Paris, adressa au gouvernement français une note destinée à apaiser les tensions. Il précisait que le futur délégué pontifical en Chine n'aurait qu'un rôle spirituel et réaffirmait l'absence d'hostilité du Saint-Siège à l'égard de la République. Alors là, ça c'est sa lettre et je l'ai retapée ici. Il soulignait en outre que, selon Léon XIII, la demande du gouvernement chinois d'établir des relations officielles et durables avec Rome ne pouvait être ignorée. Hein? Quant au titre, le dernier paragraphe, quant au titre, le Saint-Père ne peut pas ne pas tenir compte de la demande du gouvernement chinois qui veut nouer des relations officielles directes avec le Saint-Siège. Il en résulte donc que le Saint-Siège doit donner à son représentant le nom et le caractère qui répondent de façon la plus satisfaisante à la nature de la demande de la Chine et à la dignité du Saint-Siège. Parce que il en va du prestige de la France, mais il en va aussi de la dignité du Saint-Siège. Alors, le 11 août 1886... Allez, avant ça, bien, là, c'est le nonce apostolique à Paris qui écrit au gouvernement français. Ici, c'est le comte de Freycinet qui fait son rapport au gouvernement français, un énième rapport. Et il va dire « Rien n'est fait, vous pouvez en donner l'assurance à monsieur de Freycinet. Les bruits propagés par la presse, vous vous rappelez, début août, sont faux et votre gouvernement, s'il croit utile, peut faire... j'en suis où Voilà. Que le pape n'a encore rien arrêté quant au choix de son représentant à Pékin. Vous voyez, alors, tout le monde est bien renseigné. Hein. C'est là qu'on voit le réseau diplomatique où tout est bien tracé, tout est bien renseigné. Alors, le 11 août 1886, Charles de Freycinet adressa au comte de Béhène une lettre où il notait « Le pape hésite, c'est le moment d'être résolu ». Et là, Charles de Freycinet dit que le pape n'a pas encore pris de décision, que le comte Lefebvre de Béhène dit que le pape n'a pas encore fait son choix. Charles de Freycinet dit « Le pape hésite, c'est le moment d'être résolu ». Estimant pouvoir tirer parti de cette hésitation du pape, le président du Conseil décida d'adopter une attitude plus ferme à l'égard du Saint-Siège. Le 12 août, par une dépêche télégraphique, il enjoignit à l'ambassadeur de prendre congé de durée indéterminée dès l'éventuelle nomination d'un délégué pontifical à Pékin et de le faire savoir au pape
au cardinal secrétaire d'État et au cardinal de la congrégation des Propaganda Fidei. Donc il y a un ultimatum. Le 12 août, donc, pour Freycinet, ce projet constituait un acte dirigé contre la France. Il chargea en août son représentant à Rome de faire connaître tant au Saint-Père qu'à son secrétaire d'État son intention de supprimer l'ambassade de France près le Saint-Siège. Cette démarche constituait un moyen de contraindre Léon XIII à interrompre ses négociations avec la Chine. Placé devant cet ultimatum, le pape convoqua le comte Lefebvre de Béthune le 14 août et l'invita à transmettre au gouvernement français qu'il attendait ses observations en vue d'un accord. Alors voilà, le pape, il est très conciliant et il dit « D'accord, demandez à votre gouvernement ce qu'il veut et on va faire un accord ensemble. » Le 17 août, Paris fit connaître sa position. Le Saint-Siège devait se limiter à l'aspect spirituel, dont on parlait tout à l'heure, dans la gestion des missions, en laissant à la France la responsabilité des questions temporelles sur les missions. Freycinet admettait la possibilité d'un représentant pontifical à Pékin, mais à la condition expresse que celui-ci ne dispose d'aucun statut diplomatique. Dans ce schéma, seul le représentant français devait demeurer l'interlocuteur habilité à traiter avec le gouvernement chinois des affaires relatives aux missions. Le représentant français s'occupe des missions auprès du gouvernement chinois. Le représentant pontifical ne parle pas, n'a aucune relation avec le gouvernement chinois et s'occupe que des missionnaires du côté spirituel. Et le pape, il doit être représenté auprès du gouvernement chinois. Et là, ici, dans cette proposition, représenté par la France. Une partie de la presse française accusa la papauté de méconnaître les droits de la France en Chine et de conspirer contre la République. Vous voyez, ça rentre dans un contexte d'anticléricalisme aussi en France. Parce qu'il faut bien comprendre, il ne faut pas seulement situer cette histoire seulement à Pékin ou à Rome, mais il faut bien comprendre le contexte français. Voilà. La presse italienne, quant à elle, manifesta son mécontentement face à la réticence du pape à rompre avec la France. Il en est en revanche significatif qu'aucune mention de ce projet, ni des tensions diplomatiques n'apparaissent dans ces deux périodiques très connus, les Missions catholiques et les Annales de la propagation de la foi. Alors je me dis, moi quand je regarde l'année 1886, l'année d'avant, l'année d'après, aucune mention. Alors je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi la presse catholique n'en parle pas, surtout ces deux périodiques, Mission catholique et Annales de la propagation de la foi? Est-ce qu'ils ont peur de représailles? C'est de notoriété publique, ce protectorat. En fait, ces périodiques missionnaires français s'abstinrent volontairement de prendre position, sans doute en raison des réserves, voire de l'hostilité de nombreux missionnaires à l'égard d'un éventuel abandon du protectorat religieux français. Parce qu'il y avait Rome qui voulait plus de ce protectorat religieux français, mais il y avait les missionnaires, certains missionnaires, ça les arrangeait d'avoir ce protectorat. Dès qu'ils étaient persécutés, ils s'adressaient à la France. Dès qu'ils n'arrivaient pas à acheter un terrain, ils s'adressaient à la France qui les protégeait. Donc, vous voyez, c'était à double tranchant. À la fois, la France prenait la place du pape, mais en même temps, la France protégeait les missionnaires, surtout dans les endroits les plus reculés ou les plus anti-coloniaux. Alors, donc, la plupart des missionnaires considéraient que les agressions répétées dont ils étaient victimes de la part des Chinois démontraient la nécessité de la protection française pour assurer la survie des missions. Vous voyez, ce n'était pas si simple pour le pape de prendre une décision. Seule une minorité, toutefois, discernait les effets pervers liés à l'assimilation constante du catholicisme et de l'impérialisme étranger. Parce qu'il y avait un amalgame dont je vous parle depuis le début, amalgame entre impérialisme,
puissance coloniale et catholicisme. Finalement, dans cette affaire de 1886, où John Donne a été envoyé fin janvier 1886, le 12 septembre, dans ce climat tendu et sous la pression exercée par le gouvernement français, Léon XIII décida le 12 septembre 1886 de suspendre le départ de son représentant en Chine. 2 jours plus tard, le 14 septembre, la secrétaire d'État notifia cette décision à John Donne qui l'adressera à la Chine. Par une note adressée au cardinal Jacobini, le 16 septembre, la France exprima sa vive satisfaction à l'annonce de l'ajournement sine die de l'envoi d'un délégué pontifical en Chine. Cette décision lui garantissait à la France le maintien de son monopole sur le protectorat religieux et consolidait sa position diplomatique. Elle évitait en outre au gouvernement un échec de prestige sur la scène internationale, ainsi que de possibles tensions au sein des chambres où une partie de la classe politique farouchement hostile à l'Église contestait le concordat et réclamait la suppression du budget des cultes et prônait la rupture des relations diplomatiques avec le Saint-Siège. Vous voyez, une partie de la classe politique contestait le concordat. Vous allez me demander de quel concordat on parle. On parle du concordat de 1801. Ouais. Donc le concordat de Napoléon. Le concordat de 1801 qui traite de la nomination des évêques, du statut du clergé, mais aussi du budget des cultes. Ouais. Et donc, on sent bien la tension anticléricale qui monte de plus en plus en France. Et le pape doit prendre en compte tous ces paramètres, tout ce qui se passe en Europe, en particulier en France, avant de prendre une décision en Chine. Si cette issue confortait la position française, elle représentait en revanche un revers douloureux pour Léon XIII. Contraint de céder face aux pressions de Paris, le pape en fut profondément affecté. Lors de l'audience privée du 21 septembre 1886, il confia au comte de Béarn son amertume devant l'inflexibilité française, tout en affirmant qu'un jour, la France pourrait elle-même souhaiter un retour sur cette affaire. Le comte de Béarn écrira à Paris ce qu'il entend sur l'état d'esprit du Saint-Père à la suite de l'ajournement de cette affaire. Cet échec diplomatique que Léon XIII qualifia lui-même de sacrifice cruel fut considéré comme le plus grand chagrin de son pontificat. Mais tout ce que j'apprends, dit le comte de Béarn, de l'état d'esprit de Léon XIII ne me laisse aucun doute que cette concession a été pour lui un sacrifice cruel, le plus grand chagrin de mon pontificat, a-t-il dit. Donc comme quoi ça a été un grand déchirement de ne pas pouvoir, pour le pape Léon XIII, de ne pas pouvoir signer ses relations directes avec la Chine. Au nom du pragmatisme et pour éviter une rupture avec la France, le pape, en effet, préféra de ne pas donner suite au projet des relations diplomatiques avec la Chine. Malgré l'ajournement sine die de ce projet de relations diplomatiques entre la Chine et le Saint-Siège, Léon XIII et la cour chinoise espéraient réaliser cette entreprise contrariés par le veto français. Ils continuèrent les pourparlers et essaieront même plusieurs tentatives de liens directs. En 1890, en 1891, en 1898, mais ça aura les mêmes résultats que l'affaire de 1886. Alors je vous ai seulement décrit l'affaire on a suivi ensemble le dossier avec John Donne et l'affaire de 1886, mais ça a été la même chose pour les tentatives suivantes. Aussi, le nonce apostolique est le ministre plénipotentiaire de Chine à Paris, c'est-à-dire l'ambassadeur du pape, c'est-à-dire le nonce apostolique à Paris, et le ministre plénipotentiaire de Chine à Paris, le représentant chinois à Paris, ont gardé contact.
pour pouvoir, ça se joue à Rome, mais ça se joue aussi à Paris. Et ça se joue en Chine. Ils avaient des contacts réguliers pour gérer ensemble la nomination d'un représentant pontifical en Chine, mais arrivaient toujours à la conclusion de l'impasse de 1886. En 1894, à l'occasion du 60e anniversaire de l'impératrice douairière Xixi, le pape lui envoya ses vœux. De même, en 1900, l'impératrice adressa ses souhaits à l'occasion du 90e anniversaire de Léon XIII. Alors ça, c'est tellement exceptionnel, il faut le souligner, hein, oui, Léon XIII ne voulait pas mettre en péril les missions et entrer en conflit avec la Troisième République, avec laquelle l'Église en France, souffrait de grandes tensions. Il faudrait revoir toute l'histoire de l'Église de France avec la Troisième République. Il y avait notamment, en 1886, si on regarde bien l'année 1886 en France, il y avait l'adoption de la loi Goblet. La loi Goblet, c'est la laïcité scolaire parachevant les lois Jules Ferry et marquant la séparation de l'Église et de l'école. Donc, vous voyez, cette année 1886, il faut bien voir tout ce qui se passe au niveau politique, religieux, pour l'Église de France. Alors le pape déjà souffrait de cette voir la loi Goblet sur la laïcité à l'école après les lois Jules Ferry. Le pape était pris entre la fille aînée de l'Église catholique et la Chine, dont la bureaucratie, qui par son indécision, mais aussi ses problèmes internes, favorisait le développement du protectorat. Parce que à l'intérieur de la Chine, à l'intérieur du gouvernement impérial, il y avait d'autres problèmes internes. Et aussi, il y avait d'autres problèmes dans la gestion des régions et des provinces de Chine. Par ailleurs, Léon XIII ne voulait pas mettre en péril l'avenir des missions en Chine avec l'abrogation du protectorat religieux de la France, qui ne faisait pas l'unanimité chez la plupart des missionnaires. En effet, ces derniers se méfiaient des autorités chinoises et préféraient avoir l'administration coloniale pour assurer leur protection. Instrument politique de la diplomatie française en Chine, ce protectorat religieux attisait et renforçait, je vous le disais, la rancune et l'hostilité des lettrés, des fonctionnaires et des non-croyants chinois envers le catholicisme. Les mandarins se plaignaient du mépris des missionnaires et de leur attitude peu respectueuse envers les autorités locales. Ils n'appréciaient pas que les évêques occidentaux, qui s'étaient appropriés les insignes distinctifs des hauts fonctionnaires de l'Empire ou qui se servaient de sceaux semblables à celui de l'empereur. Là, on voit qu'on a une différence de culture. Hein. Des fois, certains missionnaires ou des évêques, ce n'est pas pour justifier leur châtiment, mais pensaient que, puisqu'ils sont évêques, ils avaient peut-être pouvoir prétendre à avoir ces signes distinctifs au même rang qu'un mandarin, mais il y a un choc de culture. Alors aujourd'hui, ça nous semble tellement évident, mais faut se replacer à l'époque. Il en a résulté une augmentation des violences et des attaques contre les missionnaires. Certains missionnaires s'habillaient comme des mandarins, rendant le protectorat plus que jamais primordial pour eux. In situ, hein, il était difficile de faire c'est sûr, hein, sur place, il était difficile de faire une nette séparation entre les enjeux politiques et les considérations religieuses, tant ils étaient interdépendants. On observa ainsi une alliance manifeste entre le spirituel et le temporel, entre le religieux et le politique, entre l'Église catholique et la France, puissance coloniale. Il existait un écart notable entre la stratégie pontificale, hein, entre ce que veut le pape, hein, se débarrasser de la puissance protectrice, cherchant à se débarrasser de l'impérialisme européen et à affirmer son caractère supranational, avec la réalité sur le terrain où certes les missionnaires se satisfaisaient du système du protectorat. Le défi du pape était de marquer la distinction entre l'Église et l'expansion coloniale,
En même temps, il savait que le gouvernement impérial chinois n'était pas capable d'assurer la protection de tous les missionnaires sur son territoire et que dans certaines localités, les autorités chinoises persécutaient les chrétiens. Il y avait donc des contradictions entre les ordres du pouvoir central et ceux du pouvoir local tenus par les mandarins, souvent antipathiques à l'égard des missionnaires et des catholiques, je vous le disais tout à l'heure. Confrontés à l'opinion publique française défavorable au projet des relations directes entre le Saint-Siège et la Chine, aux pressions exercées par la presse de gauche, aux réactions des missionnaires pour le maintien du protectorat, aux pressions du gouvernement français, ainsi qu'aux doutes sur les réelles motivations chinoises et le recours à des médiateurs occidentaux tels que John Dunne, Léon XIII se vit contraint d'accepter de continuer de dépendre du protectorat religieux de la France qui avait permis le retour des missionnaires en Chine, expulsés après la querelle des rites. En raison de toutes ces difficultés, le Saint-Siège n'avait pas encore atteint ses objectifs qui étaient de mettre fin à l'hégémonie de la France sur les affaires religieuses, d'établir une hiérarchie catholique chinoise et de développer des relations diplomatiques avec la Chine. Le protectorat poursuivait ainsi son influence sur la vie de l'Église en Chine avec cet amalgame politico-missionnaire. La France continuait de protéger les missionnaires de toute nationalité contre les émeutes et les agressions chinoises antichrétiennes. Elle versait même aux missionnaires des subventions et pensions pour gagner leur loyauté. Et vous voyez, c'est pas blanc, noir, c'est pas si simple. Le pape se retrouve devant vraiment un cas extrêmement difficile. À la fin du XIXe siècle, commença la révolte des Boxers contre l'impérialisme occidental. Ce mouvement opposé au départ au système féodal de la dynastie des Qing fut soutenu par la suite par l'impératrice Xixi et par les hauts dignitaires contre les forces européennes. Ça va se retourner contre l'impératrice puisqu'elle va quitter Pékin parce que quand les Boxers arriveront. Cette révolte fut le résultat des rancœurs accumulées, vous imaginez bien, de la population chinoise en raison de la pression exercée par les puissances étrangères et par l'activité des missionnaires. Les ingérences occidentales avaient provoqué de graves crises économiques et sociales, ruiné certaines activités traditionnelles et vidé les caisses de l'État par des demandes d'indemnités exorbitantes. Cette rébellion fut ainsi l'expression du nationalisme chinois, xénophobe, antichrétien et subsidiairement pro-dynastique, alors qu'à l'origine, la révolte des Boxers était anti-impériale contre l'empire des Qing. Ce fut une période terrible où les missionnaires catholiques et les missions catholiques de toutes les provinces chinoises furent la cible de violentes attaques. Environ 30 000 catholiques furent assassinés, sans pitié, par des foules en colère. Les catholiques chinois, accusés de collaboration et considérés comme des traîtres, subirent de graves persécutions. Les Chinois voulaient chasser les missionnaires étrangers, qui étaient pour eux les avant-gardes des envahisseurs étrangers, envoyés par leur pays d'origine, que ce soit la France, l'Allemagne, l'Italie, comme un cheval de Troie au profit de la conquête coloniale. La Chine traversa alors une crise sévère dans ses relations extérieures. Les puissances coloniales de l'Alliance, alors quelles sont les puissances coloniales de l'Alliance? L'Autriche-Hongrie, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis. Les puissances coloniales écrasèrent en 1901 le mouvement des Boxers par une intervention militaire conjointe. En dépit de ses conséquences désastreuses, le soulèvement des Boxers a favorisé une prise de conscience accrue de la condition de la Chine au-delà des milieux éduqués. En conséquence, la population a établi un lien entre déclin de la situation chinoise et ingérence étrangère. Cette évolution a donné lieu par la suite
à la naissance d'un nationalisme populaire. Et ensuite, on verra par la suite, en 1911, l'avancée des troupes nationalistes jusqu'à la fondation de la République de Chine en 1912. Cette propagande anti-missionnaire et ces violences contre les chrétiens mit en évidence le besoin de protection en raison du manque de fiabilité du gouvernement impérial. Elle confirmait que le système du protectorat religieux rendait le catholicisme impopulaire et repoussant. D'un autre côté, ces massacres à l'encontre des chrétiens donnèrent raison aux missionnaires défenseurs du protectorat. Cependant, d'autres missionnaires, comme le fameux Vincent Leb, lazariste belge, et Antoine Cotta, ces deux prêtres, montrèrent que que c'était le protectorat lui-même qui était à l'origine de ces violences. Pour ces derniers, l'Église ne pouvait pas continuer en Chine. Donc, ensuite, alors Léon XIII, il n'aura pas signé des accords diplomatiques avec la Chine, mais ensuite arrivera Pie X au siège de Saint-Pierre. Pie X, il aura d'autres problématiques. Pour faire rapidement, Saint Pie X, lui, il fera face à la crise moderniste. Il fera face à la séparation de l'Église et de l'État. Il fera face à la rupture des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la Chine en 1904. Ensuite, il y aura le pontificat de Benoît XV. Benoît XV, qui est le pape de la paix, qui a dénoncé, dès le lendemain de la Première Guerre mondiale, l'horreur de la guerre. Il avait dénoncé la Première Guerre mondiale. Et lui, à cette époque, quand on n'était pas français, quand on n'était pas pour la France, on était contre la France. Même la France considérait que le pape Benoît XV, qui prêchait la paix et la concorde entre les peuples, pensait qu'il était germanophile, qu'il était contre la France. Et lui, il était pris dans la guerre mondiale. En 1918, il y a eu une tentative d'accord diplomatique avec la République de Chine, née en 1912. La France va s'y opposer. Ensuite, il y a la reprise des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la France en 1921. Avant ça, j'allais oublier une date très importante, c'est 1919, avec la réforme des missions, avec Maximum Iloud de Benoît XV, qui réforme la manière de faire de la mission, et c'est un autre tournant pour les missionnaires. 1921, reprise des relations diplomatiques avec la France, et finalement, en 1922, le Saint-Siège parviendra à va profiter de ce réchauffement des relations, de cette reprise des relations diplomatiques, pour envoyer un délégué du Saint-Siège à caractère non diplomatique sous le nom de Celso Costantini en 1922, et il restera jusqu'en 1933. Et ensuite, en 1933, il rentre pour des raisons de santé. En 1933, arrive Mario Zanning, qui vient de la Vénétie. C'est celui que j'ai étudié, qui restera pour ma thèse de 1933 à 1946. Il vivra toute la guerre sino-japonaise. Il vivra la Deuxième Guerre mondiale. Et lui aussi sera délégué apostolique. Il faut se replacer à ce niveau-là. 1929, on sait que c'est le krach boursier aux États-Unis. Ça a une influence sur le monde. Le Japon est en perte de vitesse et cherche un moyen pour renflouer ses caisses, va envahir la Chine, en particulier la Mandchourie. Donc il y a plusieurs choses qui se passent dans le monde. Au niveau de la République de Chine, c'est l'expédition du Nord de Chiang Kai-shek entre 1926 et 1928 pour l'unification de la Chine, parce que le régime chinois, on appelle le régime de Peiyang, qui est le régime de l'école militaire, de ces militaires qui ont pris le pouvoir dans ce régime de la République de Chine. De 1912 à 1928, c'est ce régime qui va
contrôler la Chine, mais il y aura les seigneurs de la guerre partout en Chine qui seront pas pour l'unification de la Chine, et Chiang Kai-shek va y arriver avec l'expédition du Nord de 26 à 28. Mais de 28 après, il se fera face à la guerre avec les Japonais. Ensuite, après avoir unifié la Chine, il se retrouvera avec la guerre avec les Japonais, et ensuite avec la montée des troupes rouges de Mao Tse-tung, communiste, en Chine. Donc il y a ça. Ensuite, il y a ce gouvernement japonais qui sera, pendant la guerre sino-japonaise, qui va contrôler plusieurs parties de la Chine. Il y aura un gouvernement chinois concurrent au gouvernement de Chiang Kai-shek de la République de Chine, qui est reconnu sur la scène internationale. Un autre gouvernement, c'est un gouvernement pro-nippon, un gouvernement pro-japonais qui va s'installer en compétition avec le gouvernement de Chiang Kai-shek. Vous voyez, alors c'est seulement en 1942, quand la France est en perte de vitesse et que le protectorat français devient caduc et n'a plus de raison de vivre en Chine, le Saint-Siège va pouvoir signer des accords diplomatiques avec la France. Alors ça, c'est très difficile aussi, parce que le gouvernement en France, pendant la Deuxième Guerre mondiale, si on regarde dans les boîtes d'archives, il faut regarder bien France-Alger, France-Londres, le gouvernement qui est à Londres, France-Vichy. Il y a plusieurs gouvernements, en tout cas 2 gouvernements en France. Donc il faut bien gérer ça depuis Rome. La papauté doit bien étudier tout ça et ne pas froisser le Japon, puisqu'il y a des missions catholiques au Japon. Et il y a des Japonais qui ont envahi la Mandchourie. En 1942, le Saint-Siège réussit ce tour de force de signer des accords diplomatiques à la fois avec le Japon dans la même année, et ensuite avec le gouvernement chinois. Et après la Deuxième Guerre mondiale, 1945, c'est la fin. Et en 1946, l'établissement de la hiérarchie catholique chinoise. Là, c'est un nouveau départ pour l'Église de Chine, florissant. On nomme même un diplomate, donc un internonce, c'est un stade plus humble que nonce, mais un diplomate du Saint-Siège qui restera de 1946 à 1951 en Chine. Mais la Chine de Chiang Kai-shek partira sur l'île de Taïwan et sera proclamée en 1949 la République populaire de Chine, alors qu'en 1946, c'était un nouveau départ et un bon départ pour l'Église catholique chinoise, et proprement chinoise, avec une hiérarchie catholique chinoise. Et donc voilà. Chaque pape a eu ses défis, et aujourd'hui, je voulais voir avec vous les enjeux auxquels et les défis auxquels était confronté le pape Léon XIII. Merci.